Donc là, c'est en associant, la source des particules à la main droite. Enfin, en fait, à la main, plus précisément. Donc les dispositifs de jeux vidéo, effectivement, sont très adaptés pour créer des interactions sur scène, parce qu'ils sont peu coûteux et fiables, comme l'expliquait Francis. Après, ils ne sont pas toujours parfaitement adaptés. Le Kinect, très particulièrement, en fait, il manque cruellement de portée. Sur un plateau comme ça, par exemple, il faudrait plusieurs Kinect pour pouvoir couvrir la totalité du plateau. Et souvent, ils ont aussi des conditions de fonctionnement qui ne sont pas forcément très justes. Ici, typiquement, un Kinect panique s'il n'y a rien dans son champ de vision. Donc, il n'en voit plus rien du tout. Et donc dans certains cas, donc, comme on le disait tout à l'heure, on utilise le suivi à la tablette graphique. Et on en a un exemple ici. Donc là, c'est un sol, plutôt que de créer un sol réactif, ce qui est toujours un peu laborieux en termes d'installation. Il faut des caméras sagittales, calibrer tout ça. Là, en fait, c'est tout simplement les régisseurs qu'on équipe de tablettes Wacom. Ça coûte moins cher, ça fait du travail. Et surtout, ils sont beaucoup plus drôles en tournée que des caméras. Donc ça, c'est des vidéos de recherche, hein, ce n'est pas du tout des vidéos de spectacle. Donc là, on a présenté essentiellement avec des points, mais l'idée du logiciel, c'est de pouvoir travailler avec à peu près n'importe quel type de forme graphique. Typiquement, là, on a associé une image qu'on a décomposée. Chaque pixel est une particule qu'on peut déplacer. Je pense que je vais être un peu court en taille. Et ce qui est important, c'est que tout ça se passe dans un espace qui est tridimensionnel. C'est-à-dire que si je prends la caméra, et que je la déplace, on se rend bien compte qu'on est dans un volume. Alors dans les spectacles, nous, on ne met jamais de capteurs sur le corps des danseurs. Ils sont toujours donc à l'extérieur. On a vraiment envie de, comment dire, même si on cherche donc cette hybridation-là entre réel et virtuel, de toujours garder cette intuition et cette souplesse dans le geste. C'est intéressant le discours qu'on entendait tout à l'heure justement sur le geste du musicien et d'essayer de garder quand même la trace de cette pratique-là, même si on pratique un instrument électronique, enfin la création de sons électroniques. Nous, on est un peu dans la même configuration, c'est-à-dire que même si on travaille avec des espaces qui sont en projection, on essaye toujours de trouver des manipulations qui puissent être intuitives. Alors, on a vu qu'on pouvait appliquer le mouvement à des points, des particules, mais en fait, on peut habiller ces particules de différentes manières. Là, c'est du texte. En fait, chaque lettre est une particule. Très précisément, c'est l'algorithme qui permet aux lettres de se déplacer, d'être bougées. Et finalement, c'est elles qui se retrouvent en mouvement. Donc là, c'est une brosse rotation qui va appliquer une force de rotation aux objets. Le fait de pouvoir travailler avec du texte nous permet d'aborder un territoire très intéressant qui est celui de qu'est-ce qui se passe quand la sémantique, c'est-à-dire le sens contenu dans un texte écrit, rencontre la sémantique du mouvement avec lequel le texte va bouger. C'est un territoire de recherche qui est très intéressant. On se rend compte qu'on ne lit pas du tout de la même façon quand le texte bouge, qu'on ne lit pas la même quantité. Voilà, on est amené à reconfigurer vraiment le rapport à la lecture, en fait. Donc là, j'applique différentes brosses à mouvement sur le texte. Et on peut manipuler de manière fluide. Là, on a à peu près 4 ou 5 000 particules texturées. Quand elles ne sont pas texturées, on peut arriver à 200 000 sur un portable.
un petit exemple rapide d'un procédé qu'on a essayé en labo. Là, par exemple, les lettres sont reliées les unes aux autres par un ressort, et la danseuse, avec une lampe torche, tire ce texte. Et ce texte, en fait, c'était un laboratoire où il y avait un auteur. Je lui avais demandé de travailler un texte qui pensait son propre mouvement. Donc de la même façon que quand on travaille par exemple sur de la typographie, on essaye de chercher à identifier le sens du mot en essayant de comprendre ce que porte par exemple la typographie choisie. C'est-à-dire qu'on le C de caillou, si on veut lui donner quelque chose de lourd, on ne va pas choisir le même typo que si on veut faire un F de feuille qui sera beaucoup plus léger. Et de la même façon, nous, on cherche toujours à comprendre dans le mouvement quel est le sens, qu'est-ce qu'il porte et comment on peut le faire rentrer encore une fois en coïncidence avec le contenu du texte. Autre exemple de manipulation, par exemple, là c'est une vidéo qui est plaquée sur une structure de particules. Donc concrètement, le jongleur, je peux être blagueur, je peux aller en fait, si je donne un impulse sur ces balles, il va commencer à faire un jonglage qui est beaucoup plus improbable. Bon, après ça reste du modèle physique, donc on peut rappeler les points. Si je montre la structure qui est derrière, en fait, c'est une grille de particules texturées. Au final, quasiment tout peut tomber, en fait, y compris le jongleur. C'est notre destin, de toute manière. Donc on a vu qu'on pouvait travailler avec des points, donc des éléments graphiques très simples, mais en fait aussi avec des lettres, mais aussi des photos, des vidéos. Et évidemment, et c'est là où ça commence aussi à être intéressant pour nous, pour travailler en art vivant, avec de la vidéo qui est captée en direct. Alors normalement, c'est un peu plus simple parce qu'on se met dans un dispositif de conférence où je peux filmer le public, mais là, ça me semble problématique, d'autant que je ne vois pas ce que je manipule. Donc, nous, on te voit, rassure-toi. Donc là, c'est pareil, c'est le flux de vidéo en direct qui se retrouve plaqué sur une structure de particules. Et je peux me tirer les oreilles peut-être, parce que je ne pourrais pas me grossir les yeux. Vas-y, si tu veux, moi, tu fais la... Bon, vous avez compris à peu près le principe. L'idée, c'est de pouvoir décomposer au maximum, sous différentes modalités, une image, un objet, et dans les deux sens, dans le sens micro ou dans le sens macro. C'est-à-dire qu'une texture, une particule peut avoir comme texture une image ou une vidéo, ou à l'inverse, une vidéo, on peut la décomposer en un ensemble de particules. Alors, on est assez souvent dans une complémentarité de logiciels, même si eMotion, en général, chapeaute la totalité. On essaye d'associer, en fait, en fonction des besoins, d'autres logiciels qui nous permettent, en fait, à la fin de couvrir à peu près la totalité des besoins qu'on a pour la création. En fait, la philosophie derrière ça, c'est qu'un logiciel ne peut pas être optimisé pour tout. C'est-à-dire, s'il est possible de tout faire, ça ne peut, par conséquent, pas être optimisé dans tous les cas de figure. Là, eMotion, son cadre de travail, c'est le mouvement d'objet graphique, point, barre. Il ne fait rien d'autre. Mais en construisant de manière orthogonale à d'autres systèmes, on arrive à s'en sortir à peu près dans tous les cas de figure. En discutant un peu hier soir, on avait cette métaphore de la valise de voyage qui nous apparaissait. C'est comme si on devait faire une valise pour toutes les situations possibles, pour tous les pays du monde, toutes les saisons. C'est bien plus compliqué et surtout bien plus lourd et on ne peut pas vraiment avoir tout que si on se dit bon je vais à quel endroit, quel temps il va faire, de quoi j'aurai besoin et on prend le nécessaire en se disant qu'on achètera les trucs qui manquent si jamais il en manque. Donc on est vraiment dans ce rapport au logiciel, dans cette philosophie-là. Et disons que moi j'utilise aussi assez régulièrement la métaphore du palais du facteur cheval, c'est-à-dire qu'en fonction des créations, en fonction des rencontres, en fonction des besoins, le logiciel se construit comme ça, comme une architecture avec des concrétions, des sédimentations, des petites pièces comme ça qui apparaissent. Et c'est intéressant de se dire que dans le processus créatif, on sculpte autant l'outil qui nous permet de sculpter que la sculpture proprement dite.
Ça permet vraiment d'avoir le projet artistique vraiment au cœur, à l'origine même du processus de création des outils. Ce qui pour nous est une expérience vraiment, vraiment intéressante. Alors, petit exemple. Là, concrètement, on a un patch, qui est un patch Quartz Composer assez simple, qui prend le son du microphone de l'ordinateur et qui l'applique en fait juste comme index avec un petit modèle physique derrière, comme index dans la lecture d'une vidéo. C'est le genre d'interaction totalement simpliste, simplissime, mais qui est toujours rigolote. Donc en soufflant, j'active finalement le sèche-cheveux. Mais si on veut aller en travaillant les prises de vue, on peut arriver à faire des interactions à peu près... Typiquement, si on imagine qu'il y a un micro au sol près du tulle, je me suis trompé de vidéo. Il me manque un accessoire. Ah, pas assez de sensibilité. Bon, donc, vous allez imaginer là, oui. que la balle tombe là-bas. Bon, vous allez imaginer que la balle tombe là-bas. Bon, voilà, donc ça c'est Quartz Composer, ça permet, comme Max ou Pure Data, d'assembler des idées à base de boîtes qui représentent des opérations et de fils qui représentent les flux de données. Donc ce patch Quartz Composer, je ferme la Quartz Composer, je quitte, hop, je le fais glisser dans eMotion et je reste avec mon interaction qui est toujours, enfin mon côté patch, on va dire, qui est toujours vivant. Et ça, je peux toujours le retransformer en ensemble de particules qui est déformable. Donc là, je combine finalement deux interactions possibles. Une interaction sur la base du son qui lit la vidéo et également le fait de pouvoir déformer la structure de l'image avec les particules. Et tout ça, là, c'est en fait, c'est créé en un instant. Hop. Hop. Autre exemple qu'on aime bien montrer, c'est que en manipulant l'image, on peut aussi manipuler assez fortement notre perception du mouvement. Donc ça, c'est un principe qu'on appelle l'anamorphose temporelle. En fait, c'est le temps qui s'écoule de haut en bas dans cette vidéo. C'est-à-dire que la première ligne est en temps réel, la deuxième ligne est en retard d'un 60e de seconde, etc. Plus on descend, plus c'est en retard. Tout en bas de l'image, on est en retard de 4 secondes. Donc c'est vieux comme la photographie, en fait, ce dispositif, parce que c'est inspiré des premiers appareils qui avaient un obturateur à fente qui pouvait descendre assez lentement. Et en fait, on pouvait se retrouver avec cette sensation d'avoir un flou de mouvement assez intéressant. Donc là, c'est le même principe, mais appliqué à de la vidéo. Très honnêtement, l'algorithme, il tient en à peu près 15 lignes de code. Mais ce que je trouve puissant dans l'utilisation du numérique, c'est que ça transforme complètement notre perception des choses. Ça transforme complètement notre corporéité. C'est-à-dire que là, on voit que le déplacement se fait toujours de haut en bas, puisque le temps s'écoule de haut en bas, mais que du coup, nous, humains, qui marchons verticalement, notre tête devance toujours nos pieds. Donc le moyen de penser devance le moyen de locomotion. Alors le vertige, là, il tient vraiment dans le fait que le décor, lui, il reste fixe, en fait. Il ne bouge pas du tout. Il n'y a que les objets en mouvement qui sont déformés. Et à la limite, je dirais, même si quelqu'un passait sur la colline en haut, en tout petit, il ne sera pas déformé non plus, parce qu'il est contraint dans une épaisseur très fine de l'image.
on a conçu une installation interactive où le public peut rentrer dans cette interactivité là justement